Mère, ce n'est qu'un dîner intime, pas besoin de te déranger. Ce furent les mots exacts que ma fille Élodie m'a écrits lorsque je lui ai demandé des nouvelles de la fête de fiançailles qu'elle organisait. Juste un dîner intime, a-t-elle dit, comme si j'étais une étrangère mendiant une invitation dans une maison qui ne m'appartenait pas, comme si je n'étais pas la mère qui l'avait mise au monde il y a 43 ans, celle qui lui avait appris à marcher, à parler, à devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Mais j'étais là, Hortense Dubois, 72 ans, fixant l'écran froid de mon téléphone, tandis que mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Pas besoin de te déranger. Et j'ai répété à voix haute dans mon salon vide, où seules les photographies de ma famille me tenaient de compagnie. Me déranger. Depuis quand être mère était-il devenu un dérangement? C'était un vendredi soir, lorsque j'ai vu les premières photos sur Instagram. Là était ma fille Élodie, rayonnante, dans les bras de son fiancé, Lucien. Là étaient tous mes proches, mes voisins, même la marchande du marché qui me salue à peine. Tous célébrant les fiançailles de ma fille, tous levant leur verre à son bonheur. Et moi, la mère, regardant tout cela depuis mon téléphone, comme une spectatrice invisible. Juste un dîner, avait-elle dit. Mais sur ces photos, il y avait plus de 50 personnes. Il y avait de la musique, des décorations, un énorme gâteau avec leur nom gravé. Tout était là, sauf la seule personne qui aurait dû y être. Moi, sa mère. Chaque image qui apparaissait sur mon écran était une nouvelle blessure. Là était ma sœur, tante Marianne, levant une coupe de champagne. Là était ma petite fille, Claire, souriant aux côtés de sa mère. Ma fille, qui m'avait menti sans vergogne. Juste un dîner intime, ai-je répété, sentant la bile me monter à la gorge. Les larmes ont commencé à couler sur l'écran de mon téléphone, brouillant les visages heureux de tous ceux qui avaient été jugés dignes d'une invitation. Tous, sauf moi. Tous, sauf la femme qui s'était brisée en deux pour que cet enfant ait tout ce dont elle avait besoin. Je me suis levée du canapé où j'étais restée figée pendant les 20 dernières minutes, paralysée par la trahison. Mes jambes tremblaient, non pas à cause de l'âge, mais à cause de la colère contenue. Je me suis dirigée vers la fenêtre de mon appartement, cet appartement que j'avais acheté avec tant d'efforts. Après mon divorce, ce refuge où je pensais que ma famille serait toujours la bienvenue. Mais je réalisais maintenant que, pour ma fille, je n'étais qu'un fardeau, une vieille femme qui n'avait pas besoin d'être présente dans les moments importants de sa vie. J'ai repris mon téléphone et j'ai relu nos conversations des derniers mois. Là étaient mes messages, demandant la date des fiançailles, proposant mon aide, suggérant des lieux, des détails, des fleurs. Et là étaient ces réponses, sèches, tranchantes, toujours éludant les informations précises. Je te tiens au courant, maman. Ce n'est pas encore décidé, c'est quelque chose de très simple. Mensonge après mensonge après mensonge. Pendant que j'attendais ce moment avec impatience, elle avait déjà décidé que je n'en ferais pas partie. L'histoire se répétait encore et encore, comme lorsqu'elle avait obtenu son diplôme universitaire et que la fête était réservée à ses camarades de classe, comme lorsqu'elle avait décroché son premier emploi et que la célébration s'était faite entre amis, comme lorsqu'elle avait fêté ses 40 ans dans une réunion, soi-disant, très familiale. Mais apparemment, je n'étais pas assez de la famille. Il y avait toujours une excuse, toujours une raison pour me tenir à l'écart. Et moi, comme une idiote, je croyais toujours que la prochaine fois serait différente. Mais cette fois, la douleur était plus profonde, bien plus profonde, parce qu'il s'agissait de ses fiançailles, l'annonce qu'elle avait trouvé l'amour de sa vie. Et moi, qui l'avais aimée inconditionnellement depuis le jour de sa naissance, je ne méritais pas d'être là pour la voir briller. Je ne méritais pas de partager sa joie, sa nouvelle étape, son avenir. J'étais juste un dérangement, une obligation gênante qu'elle préférait éviter. J'ai regardé les photos à nouveau, cette fois avec plus d'attention. J'ai reconnu chaque personne. Je me suis souvenu du nombre de fois où elles étaient venues chez moi, du nombre de fois où je leur avais préparé à manger, du nombre de fois où elles avaient fait partie de ma vie. Et maintenant,
elles savaient toutes quelque chose que j'ignorais. Elles avaient vécu un moment que je n'avais pas pu vivre. Elles avaient été témoins du bonheur de ma fille, pendant que je l'apprenais par les réseaux sociaux, comme une étrangère. Mon téléphone continuait de vibrer avec de nouvelles notifications, plus de photos, plus de vidéos, plus de preuves que ma fille avait décidé que je n'étais pas importante dans sa vie. Chaque sonnerie était comme un marteau frappant mon cœur. Chaque nouvelle image confirmait qu'aux yeux d'Élodie, j'étais dispensable, une mère qu'on pouvait écarter sans conséquence, sans culpabilité, sans remords. Mes mains tremblaient tandis que je continuais à faire défiler les photos. Là était le centre de table que j'avais suggéré il y a 2 mois, ces fleurs que je lui avais recommandées lorsqu'elle m'avait posé une question anodine sur la décoration. Là était la robe que nous avions vue ensemble dans un magasin à Paris. Celle qu'elle m'avait dit « Elle ne me plaît pas vraiment, maman ». Mais elle l'avait achetée, elle l'avait portée, elle était magnifique dedans. Sauf que je n'étais pas là pour la voir rayonner. Depuis combien de temps planifiait-elle tout cela ? Depuis combien de temps organisait-elle ce mensonge ? Je me suis rendu compte que chacune de mes questions avait été un dérangement. Chaque offre d'aide, une intrusion. Pendant que je rêvais d'être partie prenante de son bonheur, elle calculait comment m'en exclure. J'ai repensé à la dernière fois que je l'avais vue, 1 semaine plus tôt. Elle était venue me rendre visite avec Claire, ma petite fille. Nous avions pris un café, parlé de tout et de rien. J'avais mentionné les fiançailles, encore une fois, demandé si elle avait besoin de quelque chose, si je pouvais aider en quoi que ce soit. « Ne t'inquiète pas, maman, tout est sous contrôle », m'avait-elle répondu avec ce sourire que je comprenais maintenant comme faux. Tout était sous contrôle. Oui, sous contrôle pour que je ne fasse partie de rien. Claire n'avait rien dit non plus. Ma petite fille de 19 ans, celle qui avait toujours été honnête avec moi, celle qui ne m'avait jamais menti, avait-elle aussi gardé le secret. Elle avait aussi été complice de cette conspiration pour m'exclure. Ça faisait presque aussi mal que la trahison d'Élodie, parce que Claire avait toujours été mon alliée, ma confidente, ma raison de sourire quand tout devenait gris. J'ai regardé la table à manger, où les tasses de café que nous avions utilisées cet après-midi-là étaient encore posées. 3 tasses, 3 femmes de 3 générations différentes. Moi, pensant que nous formions une équipe, une famille. Elle, sachant que j'étais celle de trop, celle qui n'allait pas être invitée, celle qui ne ferait pas partie de la célébration la plus importante d'Élodie depuis des années. L'appartement m'a semblé plus vide que jamais. Les murs, autrefois remplis des rires de mes filles, de mes petits-enfants, de ma famille, ne me renvoyaient plus que l'écho de ma propre respiration saccadée. Les meubles que j'avais achetés en pensant aux réunions familiales, aux dîners, du dimanche, aux anniversaires, semblaient maintenant des témoins muets de ma solitude. Je suis entrée dans la cuisine, où j'avais encore la liste de courses que j'avais faites en pensant préparer quelque chose de spécial pour après les fiançailles. J'avais prévu d'inviter Élodie et Lucien à dîner. Je voulais mieux connaître mon futur gendre. Je voulais célébrer avec eux dans l'intimité. Mais cette liste semblait maintenant pathétique, un rappel de ma naïveté à croire qu'ils avaient besoin de moi. J'ai pris le papier et je l'ai froissé dans mes mains. J'avais 68 ans lorsque j'ai divorcé, pensant que le pire était derrière moi, que la trahison de mon mari avait été la blessure la plus profonde que je pouvais recevoir. Mais je m'étais trompée. Cette douleur était bien pire, parce qu'on peut divorcer d'un mari, mais pas d'une fille qui vous rejette comme un vieux meuble, comme un obstacle, comme tout, sauf la femme qui lui a donné la vie. Je suis retournée dans le salon et je me suis effondrée sur le canapé. Le téléphone était toujours là, affichant le bonheur des autres pendant que je me noyais dans ma propre tristesse. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me rappeler quand tout cela avait commencé, quand ma fille avait décidé que j'étais dispensable, quand j'avais cessé d'être la mère qui la consolait pour devenir le fardeau à éviter. Mais malgré tous mes efforts, je ne trouvais pas le moment précis. Cela avait été graduel, subtil, comme lorsque les cheveux deviennent gris sans qu'on s'en rende compte. Un jour, on se regarde dans le miroir et on n'est plus la même. Un jour,
Votre fille vous regarde et vous n'êtes plus la mère dont elle a besoin, mais la charge qu'elle veut éviter. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les souvenirs m'emporter dans le passé, quand Élodie n'était qu'une petite fille de 5 ans, courant dans cet appartement. Je me suis souvenu de ses petits bras autour de mon cou chaque matin, murmurant « Maman, je t'aime » avant de partir à l'école maternelle. Je me suis souvenu de ses larmes lorsqu'elle se faisait mal au genou et que seul mon baiser pouvait la guérir. Je me suis souvenu des nuits où elle faisait des cauchemars et se glissait dans mon lit, cherchant la chaleur et la sécurité qu'une mère peut offrir. C'était une enfant si douce, si affectueuse, toujours collée à mes jupes, toujours voulant m'aider en cuisine, toujours demandant « Je peux le faire avec toi, maman ?» Quand son père nous a abandonnés, quand Élodie n'avait que 8 ans, elle a été ma force. « Ne t'inquiète pas, maman, je vais prendre soin de toi », me disait-elle avec cette gravité que seuls les enfants qui grandissent trop vite possèdent. Et elle a tenu sa promesse pendant des années. Elle m'a soutenue, consolée, elle a été ma compagne dans les longues nuits froides. Je me suis souvenu des nuits blanches à travailler doublement à l'hôpital pour payer son école privée, celle qu'elle voulait tant. Je me suis souvenu d'avoir sacrifié mes propres rêves, mes propres besoins, pour qu'elle ait tout ce que je n'avais pas eu. J'ai vendu la voiture que j'aimais tant pour lui acheter l'ordinateur dont elle avait besoin pour l'université. J'ai annulé mon voyage à Florence, ce rêve que je caressais depuis des années, pour lui payer ses livres et ses fournitures scolaires. À l'époque, cela ne me faisait pas mal. Au contraire, j'étais fière de voir comment elle grandissait, comment elle devenait une femme intelligente et capable. Chaque sacrifice en valait la peine, lorsqu'elle a obtenu son diplôme avec mention, lorsqu'elle a décroché le travail qu'elle désirait tant, lorsqu'elle me présentait à ses amis en disant « Voici ma mère, la femme la plus forte du monde ». Ces mots faisaient que toute la fatigue, toute la solitude, toutes les renonciations valaient la peine. Quand tout a-t-il changé ? Quand ai-je cessé d'être la femme la plus forte du monde pour devenir celle qu'on ne voulait pas déranger ? J'ai essayé de me souvenir des signes, de ces petits changements que je n'avais peut-être pas vus à l'époque. Peut-être était-ce quand elle a commencé à travailler et n'avait plus besoin de mon aide financière. Peut-être était-ce quand elle a rencontré Lucien et a trouvé en lui ce qu'elle cherchait autrefois en moi. Peut-être était-ce quand elle a emménagé dans son propre appartement à Montmartre et n'avait plus besoin de mon refuge. Je me suis souvenu de la première fois où elle a eu honte de moi. C'était il y a 3 ans, lors d'un dîner avec ses collègues de travail. J'étais arrivée directement de l'hôpital, encore en uniforme, épuisée après un service de 12 heures. Élodie m'avait regardée avec ses yeux qui ne me voyaient plus comme son héroïne, mais comme une femme âgée qui ne cadrait pas dans son nouveau monde. « Maman, tu n'aurais pas pu te changer ?» m'avait-elle murmuré lorsque nous sommes allés aux toilettes. Ce soir-là, j'ai compris que je n'étais plus la mère dont elle était fière, mais celle dont elle avait honte. Depuis, les invitations se sont faites de plus en plus rares. « Ce sont des gens très différents de toi, maman », me disait-elle quand je demandais pourquoi elle ne m'incluait plus dans ses projets. « Je ne pense pas que tu te sentirais à l'aise. » Comme si elle savait mieux que moi où je serais à l'aise, comme si, après 72 ans de vie, je ne savais pas interagir avec les autres. Comme si mon éducation, mon expérience, ma sagesse n'étaient pas suffisantes pour son nouveau cercle social. J'ai rouvert les yeux et j'ai regardé à nouveau les photos des fiançailles. Là était Lucien, ce jeune homme de 35 ans qui avait conquis le cœur de ma fille. Un homme cultivé, avec un bon travail, issu d'une bonne famille, exactement le genre d'homme dont j'avais rêvé pour Élodie. Mais dès le premier jour où je l'ai rencontré, j'ai senti qu'il me voyait comme un obstacle, comme quelque chose qu'il devait tolérer pour être avec elle. Je me suis souvenu de la première fois qu'il était venu dîner chez moi. J'avais préparé son plat préféré, dressé la table avec ma plus belle vaisselle, essayé de me montrer sous mon meilleur jour. Mais pendant tout le dîner, j'ai senti son regard me juger, m'évaluer, me classer. Il n'était pas hostile, c'était pire. Il était indifférent. Pour lui, j'étais simplement la mère âgée de sa fiancée, une personne sans importance dans l'équation de leur avenir. Et Élodie l'a remarqué.
Elle a vu comment Lucien s'ennuyait avec mes histoires, comment il regardait sa montre lorsque je parlais, comment il changeait de sujet quand j'essayais de participer à la conversation. Et au lieu de me défendre, au lieu de lui faire comprendre que j'étais importante pour elle, Élodie a commencé à me limiter. « Maman, ne raconte pas cette histoire encore. »« Maman, je crois que Lucien n'est pas intéressé par ça. Maman, parlons d'autre chose. » Peu à peu, je suis devenue une version censurée de moi-même, en leur présence. Je pesais chaque mot, chaque histoire, chaque commentaire pour ne pas gêner Lucien, pour ne pas embarrasser Élodie. Je suis devenue une étrangère dans ma propre maison, une actrice jouant le rôle de la mère parfaite qui ne dérange pas, qui n'a pas d'opinion, qui n'existe pas trop. Mais même cela n'a pas suffi, car j'étais là, regardant les photos de ses fiançailles de loin, confirmant que tous mes efforts, pour être la mère qu'il voulait, étaient vains. En fin de compte, peu importait combien je me taisais, combien je m'adaptais, combien je disparaissais. Pour eux, la meilleure version de moi était celle qui n'était pas là. J'ai regardé la cheminée où étaient exposées les photos de l'enfance d'Élodie. Là était Élodie à 10 ans, m'enlaçant après sa première représentation de ballet. Là était-elle à 15 ans, le jour de sa remise de diplôme du lycée, m'embrassant sur la joue, pendant que je pleurais de fierté. Là était-elle à 20 ans, le jour où elle est partie pour l'université, me promettant que nous serions toujours les meilleurs amis. Qu'était-il arrivé à cette petite fille ? Qu'était-il arrivé à cette jeune femme qui jurait que j'étais la personne la plus importante de sa vie ? Quand avait-elle décidé que notre amour était quelque chose dont elle devait se libérer ? Quand avait-elle conclu qu'être ma fille était un fardeau trop lourd à porter ? Le téléphone a sonné à nouveau. Une autre notification, une autre photo, un autre rappel de mon exclusion. Cette fois, c'était une vidéo d'Élodie prononçant un discours, remerciant tous les présents de les accompagner dans ce moment si spécial. J'ai monté le volume, espérant, souhaitant qu'elle mentionne mon nom, qu'elle dise quelque chose sur moi, sur la mère qui n'avait pas pu être là, mais qui était dans son cœur. Mais rien. Elle a remercié Lucien de l'avoir choisi, ses amis pour leur soutien, même les organisateurs de l'événement, mais pas un mot sur moi. Pas une mention, pas un « ma mère qui n'a pas pu être là », pas un « j'aimerais que ma mère soit présente ». Rien. Comme si je n'existais pas. Comme si je n'avais jamais fait partie de sa vie. Comme si son histoire avait commencé le jour où elle avait décidé qu'elle n'avait plus besoin de moi. Ce silence était plus douloureux que n'importe quelle insulte, car il confirmait ce que je savais, mais que je refusais d'accepter. Pour ma fille, j'avais cessé d'être importante. Ce n'était pas qu'elle était fâchée contre moi, ce n'était pas que nous nous étions disputés, c'était pire. Elle avait simplement décidé que sa vie était meilleure sans moi. J'ai éteint le téléphone et je l'ai posé sur la table. Je ne pouvais plus supporter de voir d'autres photos, d'autres vidéos, d'autres preuves qu'Élodie avait choisi de m'effacer de sa vie. Je me suis levée et je suis entrée dans ma chambre, où je gardais tous les souvenirs de notre vie ensemble. J'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti une boîte que je n'avais pas touchée depuis des mois. Une boîte remplie de lettres, de photos, de dessins qu'Élodie m'avait fait quand elle était petite. Mes mains tremblaient en ouvrant la première lettre. C'était pour la fête des mères quand elle avait 7 ans. Chère maman, tu es la meilleure maman du monde. Je t'aime plus que les étoiles. Quand je serai grande, je veux être comme toi. Ta fille qui t'aime, Élodie. Les larmes ont coulé sur le papier jauni, brouillant les mots écrits de cette écriture enfantine qui m'avait tant attendrie. J'ai continué à explorer les souvenirs, chacun comme un coup de poignard au cœur. Là était la photo de son premier jour d'école, quand elle s'agrippait à ma jambe et ne voulait pas que je parte. Là était le dessin où elle avait peint notre maison avec nous deux dans le jardin, sous un soleil jaune géant. Là était la carte de sa remise de diplôme universitaire, où elle avait écrit « Merci maman d'être mon modèle de force. Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. » Comment la même personne qui avait écrit ces mots pouvait-elle être celle qui m'excluait aujourd'hui de sa vie ? Comment la petite fille qui m'avait promis que nous serions toujours les meilleurs amis pouvait-elle être la femme qui me voyait maintenant comme un fardeau ?
Le contraste était si brutal qu'il me faisait mal physiquement, comme si quelqu'un me serrait la poitrine. Je me suis souvenu du jour où je suis devenue grand-mère. Claire était née quand Élodie n'avait que 24 ans, célibataire, effrayée, ne sachant pas comment élever un bébé. C'est moi qui l'ai soutenue pendant ces premiers mois difficiles, qui me levais avec elle la nuit pour m'occuper de Claire, qui lui ai appris à changer les couches et à préparer les biberons. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, maman, » me disait-elle alors, les larmes aux yeux. « Tu es ma sauveuse ?» Pendant les premières années de Claire, nous formions une équipe parfaite. Je m'occupais du bébé pendant qu'Élodie travaillait, je l'emmenais au parc le week-end, je lui chantais des berceuses quand elle faisait des cauchemars. Claire a grandi en m'appelant « mamie » avec cette affection spéciale qu'ont les petits-enfants. C'était comme si nous trois formions une seule famille, unis par un amour que je pensais éternel. Mais quand Claire a eu 10 ans, quelque chose a changé. Élodie a commencé à dire que je la gâtais trop, qu'elle devait apprendre à être plus indépendante. Peu à peu, elle a réduit le temps que nous passions ensemble. « Claire a besoin de ses propres activités, » me disait-elle quand je proposais de l'emmener au cinéma ou au parc. « Elle ne peut pas dépendre autant de toi, maman. » Dépendre de moi? Depuis quand l'amour et la proximité entre une grand-mère et sa petite-fille étaient-ils devenus une dépendance? Depuis quand passer du temps avec moi était-il négatif pour Claire? Mais je n'ai rien dit, car je ne voulais pas créer de problème, car je pensais que c'était une phase, qu'Élodie comprendrait que l'amour ne se divise pas, il se multiplie. Maintenant, en regardant les photos des fiançailles, je réalisais que Claire aussi avait appris à me tenir à distance. Ma petite fille de 19 ans, qui me confiait autrefois tous ses secrets, me traitait maintenant avec cette politesse froide qu'on réserve aux étrangers. Nos conversations étaient devenues superficielles, réduites à des questions sur ses études et à des réponses monosyllabiques. J'ai sorti une photo où nous étions toutes les trois, prise il y a 5 ans, pour mon anniversaire. Élodie m'enlaçait d'un côté, Claire de l'autre, et moi au milieu, souriant comme si j'étais la femme la plus heureuse du monde. Et je l'étais. À ce moment-là, je croyais avoir tout ce qui comptait. L'amour de ma fille et de ma petite-fille, la certitude que nous étions une famille unie, la confiance que nous serions toujours ensemble. Mais en regardant cette photo maintenant, je me demandais si, déjà à l'époque, elle jouait de la comédie. Si, déjà à l'époque, Élodie planifiait comment m'éloigner de sa vie. Si, déjà à l'époque, Claire apprenait que me montrer de l'affection contrariait sa mère. Depuis combien de temps jouait-elle la famille heureuse tout en attendant secrètement de pouvoir se libérer de moi? J'ai rangé la photo et refermé la boîte. Je ne pouvais plus continuer à me torturer avec ces souvenirs. Je ne pouvais plus comparer ce que nous avions été à ce que nous étions maintenant. Il fallait que j'accepte la réalité. Pour ma fille, j'avais cessé d'être la mère qui l'avait sauvée pour devenir celle qui la gênait. Je suis retournée dans le salon et je me suis servi un verre d'eau. Mes mains tremblaient encore, mais ce n'était plus seulement de tristesse. C'était de colère, d'impuissance, d'avoir tout donné pour finir traitée comme si je ne valais rien, d'avoir sacrifié mon propre bonheur pour construire le sien, pour découvrir que mon bonheur n'avait jamais compté pour elle. J'ai regardé par la fenêtre, où Paris s'étendait sous les lumières de la nuit. Là dehors, il y avait des millions de personnes vivant leur vie, poursuivant leurs rêves, construisant leur avenir. Et moi, Hortense Dubois, j'étais là, enfermée dans mon appartement, pleurant pour une fille qui avait décidé qu'elle n'avait plus besoin de moi. Mais en regardant ces lumières, quelque chose a commencé à changer en moi. Une petite flamme de dignité, éteinte depuis des années, s'est mise à briller. Pourquoi devais-je rester là à souffrir pour quelqu'un qui ne valorisait clairement pas ma présence? Pourquoi devais-je continuer à mendier l'amour d'une fille qui avait déjà fait son choix? Je me suis souvenu des mots de ma mère avant sa mort. Ma fille, ne supplie jamais pour une place où l'on ne veut pas de toi. La vie est trop courte pour la passer avec des gens qui ne savent pas reconnaître ta valeur. À l'époque, je n'avais pas pleinement compris ce qu'elle voulait dire.
Mais maintenant, face à ma situation, ces paroles résonnaient comme une vérité absolue. Je me suis dirigée vers mon bureau et j'ai sorti des papiers que j'y avais rangés depuis des années. Des documents importants, des papiers qu'Élodie pensait connaître, mais qu'en réalité, elle n'avait jamais vraiment vus. Des documents concernant des propriétés, des investissements, l'héritage qu'elle tenait pour acquis. Des documents qui prouvaient que même si elle avait décidé que je n'étais pas importante dans sa vie, j'avais encore le contrôle sur certaines choses. Pendant toutes ces années, j'avais gardé ces papiers comme une sorte d'assurance, pensant qu'un jour, je les donnerais à Élodie comme une preuve de mon amour, comme la dernière démonstration que j'avais travaillé toute ma vie en pensant à son avenir. Mais je réalisais maintenant que je voyais peut-être les choses à l'envers. Peut-être était-il temps de commencer à travailler pour mon propre avenir. Peut-être était-il temps de cesser de vivre comme si ma vie n'était que le prologue de celle de ma fille. Peut-être était-il temps de me rappeler que moi aussi j'avais des rêves, que moi aussi je méritais d'être heureuse, que moi aussi j'avais le droit de vivre sans demander la permission à quiconque. J'ai rangé les papiers, mais cette fois avec une sensation différente. Je ne les voyais plus comme quelque chose qui appartenait à Élodie, mais comme quelque chose qui m'appartenait, comme des outils que je pouvais utiliser pour construire ma propre vie, qu'Élodie veuille ou non en faire partie. Le téléphone a sonné à nouveau, mais cette fois, je ne l'ai pas regardé. Je ne voulais plus voir de photos. Je ne voulais plus connaître les détails de la célébration dont j'avais été exclue. Pour la première fois de la soirée, j'ai senti que je pouvais respirer un peu mieux, comme si j'avais pris une décision, même si je ne savais pas encore exactement laquelle. Je suis restée éveillée toute la nuit, regardant le plafond de ma chambre, tandis qu'une nouvelle détermination grandissait en moi. Ce n'était pas seulement de la colère, pas seulement de la douleur, c'était quelque chose de plus profond, de plus puissant. C'était la certitude qu'il était temps de prendre les rênes de ma propre vie. À 72 ans, j'avais enfin compris que je ne pouvais pas continuer à attendre que les autres me donnent la place que je méritais. Il fallait que je la prenne moi-même. Quand le soleil s'est levé, je savais ce que j'allais faire. Je me suis levée, j'ai pris une longue douche et je me suis habillée avec mes plus beaux vêtements. Pas ceux que je portais pour être à l'aise à la maison, mais ceux que je mettais quand je voulais me sentir puissante. Le tailleur noir que j'avais acheté pour une occasion spéciale qui n'était jamais arrivée. Les escarpins que je n'avais pas portés depuis des mois, les boucles d'oreilles en perles que ma mère m'avait léguées. Je me suis regardée dans le miroir et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu Hortense Dubois. Pas la mère rejetée, pas la grand-mère ignorée, pas la vieille femme qui dérangeait. J'ai vu la femme qui avait construit une vie de zéro après son divorce, qui avait élevé une fille seule, qui avait travaillé pendant des décennies pour assurer sa sécurité financière. J'ai vu la femme qui avait le pouvoir de décider de son propre destin. J'ai pris mon petit déjeuner tranquillement, sans hâte, savourant chaque gorgée de café comme si c'était la première depuis longtemps. Puis j'ai pris mon sac à main et je suis sortie pour la banque. J'avais des choses à faire, des décisions à prendre, des papiers à signer, des décisions qui allaient tout changer. Pas seulement pour moi, mais aussi pour Élodie. Le directeur de la banque, M. César, m'a accueilli avec sa courtoisie habituelle. Je le connaissais depuis des années, depuis que j'avais ouvert mon premier compte après le divorce. « Madame Dubois, en quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?» m'a-t-il demandé avec un sourire sincère. Comme il était différent d'être traité avec respect par un étranger plutôt que d'être ignoré par ma propre fille. « J'ai besoin de modifier mon testament, » ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Et je veux aussi ouvrir un nouveau compte, juste pour moi, pour des projets personnels que je planifie. » César a hoché la tête, professionnellement, mais j'ai vu une lueur de curiosité dans ses yeux. Il n'était pas courant qu'une femme de mon âge vienne faire des changements aussi importants dans sa situation financière. Nous avons passé 2 heures à examiner les documents, à mettre à jour les informations, à effectuer les modifications nécessaires. Chaque signature que je posais sur ces papiers me semblait un pas vers la liberté. Élodie avait toujours cru qu'elle hériterait de tout ce que j'avais construit, mais elle ne s'était jamais donné la peine de me demander quels étaient mes projets pour mon propre argent, pour ma propre vie.
Quand nous avons terminé, César m'a demandé si j'étais sûre de tous ces changements. Complètement sûre, ai-je répondu, pour la première fois depuis des années. Je suis complètement sûre de quelque chose. Il m'a serré la main et m'a félicité pour ma détermination. C'est admirable de voir quelqu'un de votre âge prendre le contrôle de son avenir, m'a-t-il dit. Beaucoup de gens se contentent simplement de ce qu'ils ont. Je suis sortie de la banque en me sentant différente, plus légère, plus libre, comme si j'avais laissé un poids énorme dans ce bureau. J'ai marché dans la rue principale, observant les passants, et j'ai réalisé que cela faisait des mois que je n'étais pas sortie seule, que je n'avais pas déambulé dans la ville sans but précis. J'étais toujours pressée, toujours prête à rentrer, au cas où Élodie aurait besoin de quelque chose, au cas où Claire viendrait me voir. Mais maintenant, je n'avais pas d'urgence. Je pouvais marcher à mon rythme, m'arrêter où je voulais, faire ce qui me passait par la tête. Je suis entrée dans un café que j'avais toujours voulu essayer, mais que je n'avais jamais pris le temps de visiter. J'ai commandé un cappuccino et une part de tarte au chocolat, et je me suis installée à une table près de la fenêtre. En buvant mon café, j'observais les gens qui passaient dans la rue. Il y avait des jeunes courant vers leur travail, des mères poussant des poussettes, des personnes âgées se promenant tranquillement, tous vivant leur vie, avec leurs propres soucis, leurs propres rêves. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais faire partie de ce monde. Non pas comme une spectatrice, mais comme une participante active. J'ai sorti mon téléphone et, au lieu de consulter les réseaux sociaux, j'ai ouvert le navigateur et cherché quelque chose que je repoussais depuis des années. Des agences de voyage. J'avais toujours voulu découvrir l'Italie, en particulier la Toscane, la côte amalfitaine, Rome. J'avais gardé des photos de ces lieux, mais il y avait toujours une excuse. D'abord, c'était l'argent dont Élodie avait besoin. Ensuite, c'était que je ne pouvais pas voyager seule. Puis, c'était que j'étais trop vieille pour les aventures. Mais là, assise dans ce café, avec mon nouveau sentiment de liberté, j'ai réalisé que toutes ces excuses n'en étaient pas. J'avais l'argent, j'avais la santé, j'avais le temps. La seule chose que je n'avais pas eue, c'était la permission de vivre ma propre vie. Une permission que je réalisais maintenant que personne ne pouvait me donner, sauf moi-même. J'ai appelé l'agence de voyage la plus proche et pris un rendez-vous pour l'après-midi même. Je veux planifier un voyage en Italie, ai-je dit à la réceptionniste. Quelque chose de spécial, sans hâte, pour une femme qui veut découvrir le monde. La femme au bout du fil semblait enthousiaste. C'est merveilleux, m'a-t-elle dit. Nous avons des forfaits parfaits pour les voyageurs matures qui veulent des expériences authentiques. J'ai fini mon café et ma tarte avec un sourire. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas souri sincèrement. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas été excitée par quelque chose qui m'appartenait entièrement. J'ai payé l'addition et laissé un généreux pourboire. La serveuse, une jeune fille de l'âge de Claire, m'a remerciée avec un sourire chaleureux. « Passez une belle journée, madame », m'a-t-elle dit. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'allais effectivement passer une belle journée. J'ai marché jusqu'à l'agence de voyage d'un pas décidé. En chemin, je me suis arrêtée devant une boutique de vêtements que j'avais toujours admirée de l'extérieur, mais où je n'étais jamais entrée. Trop cher, me disais-je toujours. Trop jeune pour moi. Mais avec ma nouvelle perspective, j'ai décidé d'y entrer. La vendeuse, une femme d'âge moyen très élégante, m'a accueillie sans préjugés. « Mais cherchez-vous quelque chose de particulier ?» m'a-t-elle demandé. « Oui, » ai-je répondu. Je cherche des vêtements pour une femme qui commence une nouvelle étape de sa vie. Quelque chose qui me fasse sentir puissante, élégante, authentique. Elle a souri et m'a montré plusieurs options. « J'ai exactement ce qu'il vous faut, » m'a-t-elle dit. J'ai essayé des robes, des chemisiers, des pantalons que je n'aurais jamais osé porter auparavant. Des couleurs plus vives, des coupes plus modernes, des styles qui me faisaient me sentir renouvelée. Quand je me suis vue dans le miroir avec une robe rouge qui m'allait parfaitement, je me suis à peine reconnue. C'était moi, mais une version de moi qui avait été endormie pendant des années. J'ai acheté 3 tenues complètes, des chaussures neuves,
Un sac élégant. Ce n'était pas juste des vêtements, c'était une déclaration. Une déclaration qu'Hortense Dubois ne se contenterait pas d'être invisible, d'être ignorée, d'être traitée comme si elle n'avait pas d'importance. C'était une déclaration que j'avais le droit de briller, de me sentir belle, de prendre ma place dans le monde. Quand je suis arrivée à l'agence de voyage, je me sentais déjà comme une personne complètement différente. La conseillère, une femme nommée Monique, m'a montré des options incroyables. Des circuits en Toscane, des croisières en Méditerranée, des séjours dans des villas authentiques. « Combien de temps avez-vous de disponible » m'a-t-elle demandé. « Tout le temps du monde » ai-je répondu. Pour la première fois de ma vie, j'ai tout le temps du monde. Nous avons choisi un circuit de 3 semaines. En Italie, commençant par Rome, puis Florence, Venise et la côte amalfitaine. Il incluait des visites de musées, des dégustations de vin, des cours de cuisine italienne, des promenades dans les vignobles. C'était exactement le genre d'expérience dont j'avais rêvé, mais que je ne m'étais jamais autorisée. « Quand souhaiteriez-vous partir » m'a demandé Monique. « Le plus tôt possible » ai-je répondu sans hésiter. Nous avons réservé le voyage pour dans 2 semaines. C'était assez de temps pour obtenir les documents nécessaires, faire mes valises, tout préparer, mais surtout assez de temps pour qu'Élodie réalise que sa mère n'allait pas continuer à attendre indéfiniment une place dans sa vie. En sortant de l'agence de voyage, avec mes documents en main, j'ai senti comme si j'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu il y a des années, la capacité de m'enthousiasmer pour mon propre avenir. Je n'étais plus seulement la mère d'Élodie, la grand-mère de Claire. J'étais Hortense Dubois, une femme de 72 ans avec des projets, des rêves, des aventures à venir. Je suis rentrée chez moi avec mes sacs de shopping et les documents du voyage, ressentant une énergie que je n'avais pas connue depuis des années. Mais avant d'entrer, je me suis arrêtée dans le hall de l'immeuble et j'ai regardé mon reflet dans les miroirs de l'ascenseur. La femme qui me regardait n'était plus la même que celle qui était sortie ce matin. Il y avait quelque chose de différent dans mes yeux, dans ma posture, dans la façon dont je tenais la tête. C'était comme si j'avais retrouvé une partie de moi qui avait été enfouie sous des années à être seulement ce que les autres attendaient de moi. Une fois dans mon appartement, j'ai posé les sacs sur la table à manger et j'ai pris mon téléphone. Il était temps de passer l'appel que j'évitais depuis des années. J'ai composé le numéro de ma sœur Marianne, celle qui était à la fête de fiançailles, levant son verre pendant que je découvrais tout sur les réseaux sociaux. « Hortense, quelle surprise !» m'a-t-elle dit en décrochant. Sa voix était mal à l'aise, comme si elle savait exactement pourquoi je l'appelais. J'ai vu les photos d'hier soir, ai-je dit sans détour. Comme Élodie était belle à sa fête de fiançailles, celle qui, selon elle, n'était qu'un dîner intime. Le silence à l'autre bout du fil était éloquent. Marianne a pris une profonde inspiration avant de répondre. « Hortense, je pensais que tu étais au courant. Élodie m'a dit que tu avais décidé de ne pas venir parce que tu ne te sentais pas bien. » Mensonge sur mensonge. Ma propre sœur avait participé à cette mascarade. Elle avait été complice de mon exclusion. « Et tu l'as cru ?» ai-je demandé, sentant la colère monter. « Tu as cru que moi, la mère qui n'a jamais manqué une seule représentation scolaire d'Élodie, qui a été présente à chaque moment important de sa vie. J'avais volontairement décidé de ne pas assister à ses fiançailles. » Marianne a balbutié, cherchant des mots qui n'existaient pas. Je ne savais pas quoi penser. Élodie semblait si sûre d'elle. Et tu sais que je ne me mêle pas des affaires familiales. Comme c'était pratique. Quand il s'agissait de trinquer au champagne à une fête, elle était là. Mais quand il s'agissait de remettre en question un mensonge évident, soudain, elle ne se mêlait pas des affaires familiales. « Eh bien, ma chère sœur, » ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas, froide et maîtrisée, « je voulais que tu saches que je pars en voyage en Italie pour 3 semaines. Si quelqu'un demande de mes nouvelles, tu peux leur dire que j'ai décidé de commencer à vivre ma propre vie au lieu d'attendre des invitations qui n'arrivent jamais. » J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Je n'avais pas besoin d'entendre ses excuses, ses justifications, ses tentatives pour réparer ce qui était déjà brisé.
Pendant des décennies, j'avais été la sœur disponible, celle qui était toujours là quand Marianne avait besoin de quelque chose. Mais quand j'avais eu besoin que quelqu'un mette en doute la version d'Élodie, quand j'avais eu besoin que quelqu'un me défende, elle avait choisi le champagne et le confort. Le téléphone a sonné immédiatement. C'était Marianne qui rappelait, probablement pour s'expliquer, pour essayer de réparer les choses, mais je n'ai pas répondu. J'ai éteint le téléphone et je l'ai posé sur la table. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas pressée de réparer des relations brisées. Si les autres avaient décidé que j'étais dispensable, ils devraient vivre avec les conséquences de ce choix. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai ouvert l'armoire. Il était temps de commencer à faire mes valises, mais d'abord, je voulais voir ce que j'avais et ce que je devais acheter. En examinant mes vêtements, j'ai réalisé que la plupart étaient impratiques, confortables, conçus pour une femme qui n'avait pas l'intention de briller. Des vêtements de grand-mère, des vêtements pour une femme résignée à être invisible. Mais maintenant, j'avais les nouvelles tenues que j'avais achetées, et demain, j'irais en acheter d'autres. Des vêtements pour la femme qui allait marcher dans les rues de Rome, dîner dans des restaurants florentins, admirer le coucher du soleil à Venise. Des vêtements pour la femme qui avait décidé qu'elle méritait d'être vue, admirée, respectée. En fouillant au fond de l'armoire, j'ai trouvé une boîte que j'avais oubliée. Je l'ai ouverte et à l'intérieur se trouvaient les lettres que ma mère m'avait écrites pendant les dernières années de sa vie. Des lettres pleines de sagesse, de conseils, d'amour inconditionnel. J'en ai pris une au hasard et je l'ai lue. « Ma chère Hortense, disait la lettre, j'espère que lorsque tu liras ceci, tu auras appris quelque chose qu'il m'a fallu trop d'années pour comprendre. L'amour véritable ne te demande pas de te faire petite. L'amour véritable te célèbre, te respecte, te fait grandir. Si quelqu'un dans ta vie te fait sentir que tu dois te cacher, que tu dois t'excuser d'exister, alors ce n'est pas de l'amour qu'on te donne. C'est du contrôle, de la manipulation, de la peur. Mais toi, ma fille, tu mérites l'amour véritable, et si tu ne le trouves pas ce que les autres, commence par te l'offrir à toi-même. Les larmes ont roulé sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de reconnaissance, d'éveil. Ma mère avait vu quelque chose que je n'avais pas su voir jusqu'à maintenant. Elle avait vu que j'avais tendance à me faire petite pour que les autres se sentent à l'aise, à sacrifier mes propres besoins pour répondre à ceux des autres. J'ai rangé la lettre dans mon sac. Je l'emporterais en Italie comme un rappel que je faisais ce qu'il fallait, que j'honorais non seulement ma propre vie, mais aussi la sagesse de la femme qui m'avait élevée pour être forte et indépendante. J'ai passé le reste de l'après-midi à planifier. J'ai appelé mon médecin pour obtenir les ordonnances de mes médicaments. J'ai appelé la banque pour les informer de mon voyage. J'ai appelé la compagnie des services publics pour suspendre temporairement certains paiements. Chaque appel me rendait ma décision plus réelle, plus concrète. Quand la nuit est tombée, j'ai préparé un dîner spécial pour moi. Pas le repas simple et rapide que je mangeais depuis des mois, mais quelque chose d'élaboré, qui demandait du temps et de l'attention. J'ai dressé la table avec ma belle vaisselle, allumé des bougies, servi un verre de vin que je gardais pour une occasion spéciale. Et en dînant seule dans ma salle à manger, j'ai réalisé que je ne me sentais pas seule. J'étais accompagnée par la femme que je redécouvrais, par les rêves que je récupérais, par l'avenir que je construisais. C'était un dîner de célébration, même s'il n'y avait personne d'autre pour trinquer avec moi. Après le dîner, j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre d'adieu. Pas une explication pleine de reproches, juste une note claire et directe. « Élodie, ai-je écrit, je pars en voyage en Italie pour 3 semaines. J'ai besoin de temps pour réfléchir à beaucoup de choses, y compris la place que j'occupe dans ta vie et celle que tu occupes dans la mienne. Quand je rentrerai, nous aurons une conversation importante sur notre avenir en tant que famille. En attendant, j'espère que tu profiteras de cette nouvelle étape avec Lucien. Maman. » Courte, claire, sans drame. Je ne lui donnais pas d'explication qu'elle n'avait pas demandée. Je n'exprimais pas la douleur qui ne l'intéressait pas. Je ne mendiais pas l'attention qu'elle ne voulait pas me donner. Je l'informais simplement d'une décision que j'avais déjà prise,
comme une adulte informe une autre adulte de ses projets. J'ai glissé la note dans une enveloppe et je l'ai laissée sur la table. Je l'enverrai demain, juste avant de partir pour l'aéroport. À ce moment-là, il serait trop tard pour qu'elle essaye de me retenir, trop tard pour qu'elle tente de me manipuler avec de la culpabilité ou du chantage émotionnel. Je suis allée me coucher ce soir-là avec une sensation étrange mais merveilleuse. Pour la première fois depuis des années, je m'endormais avec des projets qui n'appartenaient qu'à moi, avec des rêves qui ne dépendaient de l'approbation de personne, avec un avenir que j'avais choisi moi-même. C'était à la fois terrifiant et libérateur. Avant de fermer les yeux, j'ai regardé par la fenêtre où l'on voyait les lumières de la ville. Quelque part dans cette ville, Élodie était probablement heureuse après sa fête parfaite. Probablement sans savoir que sa mère avait pris une décision qui changerait tout entre nous pour toujours. Mais pour la première fois, cela ne me faisait pas mal. Pour la première fois, j'étais plus excitée par mon propre avenir que préoccupée par ce que ma fille en pensait. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, non pas parce que je devais le faire, mais parce que mon corps ne pouvait plus contenir l'énergie qui courait dans mes veines. Je me suis levée, j'ai préparé un café corsé et je me suis assise sur la terrasse pour regarder le soleil se lever sur Paris. C'était un moment de calme parfait, où je pouvais sentir qu'un changement fondamental s'était opéré en moi pendant la nuit. Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. C'était Élodie, le premier appel en 2 jours, la première fois qu'elle me contactait après son dîner intime de 50 personnes. Pendant un instant, une partie de moi a voulu répondre, entendre si peut-être elle appelait pour s'excuser, pour expliquer, pour m'inclure même après coup. Mais j'ai laissé sonner jusqu'à ce que l'appel s'arrête. Puis il a sonné à nouveau, encore et encore, 5 appels consécutifs, tous sans réponse de ma part. Finalement, un message texte est arrivé. « Maman, tu vas bien ? Pourquoi tu ne réponds pas ? Appelle-moi. » J'ai lu le message avec un calme qui m'a surprise. Il n'y avait pas d'urgence dans ma réponse. Cette anxiété familière d'être toujours disponible pour elle avait disparu. J'ai répondu « Je vais parfaitement bien, occupée avec des affaires personnelles. On parlera bientôt. » Court, poli, distant, la réponse est arrivée immédiatement. « Quelles affaires personnelles ? Tu as besoin d'aide pour quelque chose ?» Comme c'était curieux. Quand j'avais proposé mon aide pour ses fiançailles, elle n'en avait pas besoin. Mais maintenant que j'avais des affaires personnelles, elle s'inquiétait soudain. J'ai décidé de ne pas répondre. Si elle voulait savoir ce que je faisais, elle le découvrirait quand je choisirais de le lui dire. Je me suis habillée avec une de mes nouvelles tenues et je suis sortie tôt. J'avais des rendez-vous au consulat italien pour accélérer certaines démarches, dans un magasin de bagages pour acheter de nouvelles valises, à un salon de coiffure pour changer ma coupe. Je n'allais pas arriver en Italie en étant la même femme qui avait été ignorée dans sa propre ville. Au salon, j'ai demandé à la coiffeuse quelque chose de complètement différent. « Je veux un changement radical », lui ai-je dit. Quelque chose qui me fasse sentir renouvelée, moderne, authentique. Elle a étudié mon visage un moment et a souri. « Je pense que c'est exactement ce qu'il vous faut. » 2 heures plus tard, en me regardant dans le miroir, je me suis à peine reconnue. La coupe était plus courte, plus audacieuse, plus jeune, mais sans chercher à cacher mon âge. C'était une coupe qui disait « J'ai 72 ans et je suis fière de l'être. » Elle m'avait aussi fait des mèches subtiles qui illuminaient mon visage. Je me sentais renouvelée, puissante, prête à conquérir le monde. En marchant dans la rue après le salon, j'ai remarqué que les gens me regardaient différemment, pas avec la compassion qu'on réserve parfois aux femmes âgées, mais avec respect, voire avec admiration. Un jeune homme m'a cédé le passage dans un magasin et m'a dit « Vous êtes très élégante, madame. » Une vendeuse m'a complimenté sur mon style. C'était comme si, en changeant mon apparence extérieure, j'avais libéré quelque chose d'intérieur que les gens pouvaient percevoir. Dans le magasin de bagages, j'ai choisi de belles valises de qualité, du genre qu'utilisent les voyageurs aguerris. Pas les valises bon marché que j'avais utilisées pour les rares voyages familiaux que nous avions faits, mais des valises qui déclaraient que cette femme allait voyager en grand, avec style, sans s'excuser d'occuper de l'espace. Pendant le déjeuner, dans un restaurant où je n'étais jamais allée seule,
Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Claire, ma petite fille. J'ai hésité un instant, car nous avions toujours eu une relation spéciale, mais je me suis souvenu qu'elle aussi était à cette fête, qu'elle aussi avait fait partie du silence, qu'elle aussi avait choisi de ne pas me dire la vérité. « Bonjour, mamie », m'a-t-elle dit en décrochant. Sa voix s'était nerveuse. « Maman s'inquiète parce que tu ne lui réponds pas. Elle dit que tu agis bizarrement. » Agir bizarrement. Voilà comment elle qualifiait le fait que, pour la première fois de ma vie, je n'étais pas complètement disponible pour elle. « Je n'agis pas bizarrement, Claire, » ai-je répondu avec affection, mais fermeté. J'agis différemment, et il y a une grande différence entre les deux. Il y a eu un silence de l'autre côté. « Tu es fâché contre nous pour quelque chose ?» m'a-t-elle finalement demandé. C'était une question intéressante. Étais-je fâchée ? J'avais traversé la colère, oui, mais maintenant, c'était plus complexe. C'était de la déception, de la désillusion, la douloureuse compréhension que les personnes en qui j'avais une confiance aveugle avaient choisi de me mentir. « Je ne suis pas fâchée, Claire, » ai-je dit. « Je suis triste, je suis déçue, et je prends des décisions pour ma vie basées sur cette tristesse et cette déception. » Un autre silence. « Quel genre de décision ?» m'a-t-elle demandé d'une petite voix. « Des décisions qui m'aident à être heureuse, » ai-je répondu. Quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps, parce que j'étais trop occupée à essayer de rendre les autres heureux. Je lui ai dit que je l'aimais, que je l'aimerais toujours, mais que j'avais besoin de temps pour réfléchir. J'ai raccroché avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit. Immédiatement après, mon téléphone a explosé de notifications. Élodie, Marianne, même Lucien. C'était fascinant de voir que lorsqu'une femme âgée décide de prendre le contrôle de sa vie, cela devient soudain une urgence pour tous ceux qui l'avaient ignoré. J'ai éteint complètement le téléphone. Je n'allais pas les laisser me bombarder d'appels désespérés maintenant qu'ils avaient perdu le contrôle sur moi. Pendant des années, j'avais été disponible 24 heures sur 24 pour tout ce dont ils avaient besoin. Maintenant, ils pouvaient attendre que je décide quand et comment je voulais communiquer. J'ai passé l'après-midi à acheter de la lingerie neuve, des chaussures confortables pour marcher, un appareil photo, un guide de voyage pour l'Italie. Chaque achat m'enthousiasmait davantage. Je n'achetais pas seulement des objets, j'achetais la possibilité d'une nouvelle vie, de nouvelles expériences, d'une nouvelle version de moi-même. Dans une librairie, en feuilletant des guides de voyage, une femme de mon âge s'est approchée. « Pardon, » m'a-t-elle dit, « je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous planifiez un voyage en Italie. C'est la première fois ?» Je lui ai raconté que oui, que c'était un rêve que j'avais repoussé pendant des années. « Comme vous êtes courageuse, » m'a-t-elle dit avec admiration. J'ai toujours voulu faire la même chose, mais je ne me suis jamais lancée. Ma famille dit que je suis trop vieille pour les aventures. Ces mots m'ont frappée, comme un éclair. Cela aurait pu être moi il y a une semaine, trouvant des excuses, écoutant les voix des autres, me dire ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire. Il n'est jamais trop tard, lui ai-je dit. Et personne n'a le droit de décider quelles aventures vous pouvez ou ne pouvez pas vivre. Nous avons échangé nos numéros de téléphone. Elle s'appelait Fabienne et m'a promis qu'elle envisagerait sérieusement de faire son propre voyage. Cette conversation m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Je ne changeais pas seulement ma propre vie, je montrais que c'était possible, qu'une femme de 72 ans pouvait se réinventer, prendre des décisions courageuses, choisir l'aventure plutôt que le confort. Quand je suis rentrée chez moi au crépuscule, une voiture était garée devant mon immeuble. C'était celle d'Élodie. Mon cœur s'est accéléré un instant, mais pas d'excitation. C'était de l'anxiété de devoir affronter une confrontation pour laquelle je m'étais préparée mentalement. Je suis montée à mon appartement et, comme je m'y attendais, Élodie m'attendait dans le hall. Elle s'était procuré une copie des clés il y a des années, pour les urgences. Apparemment, le fait que sa mère ne réponde pas au téléphone pendant une journée était considéré comme une urgence. « Maman », m'a-t-elle dit en me voyant arriver.
Où étais-tu ? Je t'ai appelé toute la journée. J'étais inquiète. » Sa voix mêlait irritation et inquiétude, comme toujours quand les choses ne se passaient pas comme elle l'avait prévu. Je l'ai regardée attentivement. Là était ma fille, la femme que j'avais élevée avec tant d'amour, debout dans mon hall comme si elle avait le droit d'être là, comme si elle avait le droit de questionner mes activités après m'avoir exclue des siennes. « Bonjour, Élodie, » ai-je dit calmement. « À quoi dois-je l'honneur de ta visite ?» Le sarcasme dans ma voix était subtil mais présent. Elle a froncé les sourcils, visiblement déconcertée par mon ton. « L'honneur, maman ? Qu'est-ce qui t'arrive ? On dirait que je suis une étrangère. » Une étrangère. Quelle ironie. J'avais été traitée comme une étrangère à sa fête, mais maintenant, elle se plaignait que je la traite comme telle. « Montons, » ai-je dit. « Nous devons parler. » Nous sommes mappus et montés à l'appartement en silence. Élodie marchait derrière moi, et je pouvais sentir sa confusion, son irritation grandissante. En entrant, elle s'est dirigée directement vers le canapé, comme elle l'avait toujours fait, assumant que nous aurions une de nos conversations habituelles où j'écoutais ses problèmes et lui offrais des solutions. Mais cette fois, je ne me suis pas assise. Je suis restée debout, face à elle, dans ma nouvelle tenue, avec ma nouvelle coupe de cheveux, ma nouvelle attitude. « Maman, vas-tu me dire ce qui ne va pas ?» m'a-t-elle demandé avec cette impatience que je connaissais bien. « Claire m'a dit que tu lui as dit des choses étranges, que tu prends des décisions. Quelles décisions ? Tu vas bien ?» Son inquiétude semblait sincère, mais il y avait autre chose. De la peur que quelque chose échappe à son contrôle. « Je vais parfaitement bien, Élodie, » ai-je répondu. En fait, je me sens mieux que depuis des années. Plus claire, plus concentrée, plus sûre de ce que je veux. Je me suis approchée de la table où j'avais laissé des documents du voyage et j'en ai pris un. « Sais-tu ce que c'est ?» Elle a regardé le papier sans comprendre. « Un prospectus de voyage. » Et alors ? Son ton était dédaigneux, comme si elle ne pouvait pas imaginer pourquoi cela m'intéresserait. Mais c'était mon itinéraire pour l'Italie. Je pars dans 1 semaine, pour 3 semaines. Un circuit complet à Rome, Florence, Venise, la côte amalfitaine. Je lui ai tendu le prospectus pour qu'elle puisse le voir de plus près. Quelque chose que j'ai voulu faire pendant des années, mais qu'il y avait toujours une raison de reporter. Tenez, Chita. Élodie a pris le papier et l'a regardé comme s'il s'agissait d'un objet extraterrestre. L'Italie, seule ? Maman, tu es devenue folle ? Tu ne peux pas partir en voyage seule à ton âge. Et si quelque chose t'arrive ? Et si tu tombes malade ? Et si tu as besoin d'aide ? Les questions fusaient de sa bouche, comme des balles. Chacune conçue pour semer le doute, pour me faire reconsidérer, mais pour la première fois, ces tactiques n'ont pas fonctionné. J'ai 72 ans, pas 92, ai-je dit calmement. Je suis en parfaite santé, j'ai une assurance médicale internationale, et je pars avec un circuit organisé où il y aura des guides et d'autres voyageurs. J'ai tout planifié soigneusement. J'ai fait une pause et je l'ai regardé droit dans les yeux. Contrairement à certaines personnes, je planifie les choses importantes et j'inclus les gens qui comptent. Voilà, la première allusion directe à ce qui s'était passé. J'ai vu son visage changer, elle a réalisé que je savais quelque chose. « De quoi parles-tu » m'a-t-elle demandé, mais sa voix n'était plus assurée. « Je parle de ton dîner intime, Élodie, ce dîner avec 50 personnes où tu as célébré tes fiançailles et où tu n'as pas jugé nécessaire d'inviter ta mère. » Ma voix s'était calme, mais chaque mot tombait comme une pierre dans l'eau. Ce dîner où étaient mes voisins, mes connaissances, même ma propre sœur, mais où la seule personne qui a donné naissance à la fiancée et l'a élevée n'était pas nécessaire. Élodie a blêmi. « Maman, ce n'était pas comme ça. C'était vraiment quelque chose de petit au début, mais ensuite... » Elle a commencé à balbutier des excuses, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. « Non, » ai-je dit fermement. « Je ne veux pas entendre de mensonges. J'ai vu les photos, Élodie. J'ai vu les vidéos, la décoration, le gâteau, la musique, les discours. J'ai vu tout ce que tu as décidé que je ne méritais pas de voir en personne. »
Je me suis dirigée vers la fenêtre. J'avais besoin d'air, j'avais besoin d'espace pour garder mon sang-froid. Mais maman, j'ai pensé que, eh bien, toi et Lucien, ce n'est pas toujours... Sa voix s'est éteinte, car elle a réalisé qu'il n'y avait pas d'excuse valable pour ce qu'elle avait fait. Tu as pensé quoi ? Ai-je demandé en me tournant vers elle. Tu as pensé que parce que ton fiancé me trouve ennuyeuse, parce que mes histoires ne l'intéressent pas, parce que ma présence le met mal à l'aise, tu avais le droit de m'effacer du jour le plus important de ta vie ? Ma voix s'est légèrement brisée sur cette dernière phrase, mais je suis restée ferme. Élodie a baissé les yeux, incapable d'affronter la vérité de mes mots. Je ne voulais pas que tu te sentes déplacée, a-t-elle murmuré. Lucien et ses amis sont différents, plus jeunes, avec d'autres centres d'intérêt. J'ai pensé que tu te sentirais mal à l'aise. Et il ne t'est pas venu à l'esprit de me le demander ? Ai-je interrogé. Il ne t'est pas venu à l'esprit de me laisser décider si je me sentirais à l'aise ou non ? Il ne t'est pas venu à l'esprit que peut-être, juste peut-être, la mère qui t'a élevé seule, qui a travaillé doublement pour payer tes études, qui a été présente à chaque moment important de ta vie, méritait d'être là pour tes fiançailles ? Les larmes commençaient à couler sur les joues d'Élodie, mais je ne me suis pas approchée pour la consoler comme je l'aurais fait autrefois. Cette fois, elle devait ressentir pleinement le poids de ses décisions. « Maman, pardonne-moi », a-t-elle dit entre deux sanglots. Je n'ai pas réalisé ce que je faisais. C'était une erreur. Une terrible erreur. On peut organiser une autre célébration. On peut... Elle était désespérée, essayant de réparer ce qu'elle avait brisé. « Non, ai-je dit fermement. Tu ne peux pas réparer ça avec une autre fête. Tu ne peux pas compenser le fait que tu as choisi de m'exclure quand tu pensais que personne ne le remarquerait. Tu ne peux pas effacer le fait que tu m'as menti, que tu m'as fait sentir que je n'étais pas importante pour toi. » Je me suis enfin assise, mais pas sur le canapé à côté d'elle. Je me suis assise sur une chaise en face, gardant une distance physique qui reflétait la distance émotionnelle que je ressentais. « Sais-tu ce qui me fait le plus mal, Élodie ? » ai-je demandé. « Ce n'est pas que tu ne m'aies pas invitée, c'est ce que tu m'aies menti, que tu aies conspiré avec toute la famille pour me tenir dans l'ignorance. C'est ce que tu aies décidé qu'il valait mieux me tromper que m'inclure. » J'ai pris une pause pour respirer profondément. C'est que tu aies choisi un homme que tu connais à peine au-dessus de la mer, qui t'a aimé inconditionnellement pendant 43 ans. « Ce n'est pas vrai, » a-t-elle protesté faiblement. « Tu es toujours importante pour moi. Lucien n'a rien à voir avec ça. »« S'il te plaît, » ai-je dit avec un sourire amer. « Nous savons toutes les deux que depuis que Lucien est entré dans ta vie, je suis de moins en moins la bienvenue dans la tienne. Chaque fois qu'il venait ici, je devais peser mes mots, mes histoires, mes opinions, pour ne pas le gêner. Chaque fois que je proposais un projet familial, il y avait une excuse. Chaque fois que je voulais mieux le connaître, il y avait une raison pour garder mes distances. Élodie ne pouvait pas nier la vérité de mes paroles, car nous savions toutes les deux qu'elles étaient justes. Il n'est pas méchant, maman. Il est juste différent de nous. Il vient d'une famille très formelle, très traditionnelle. Il a du mal à se connecter avec des femmes plus âgées qui ont travaillé toute leur vie. J'ai terminé la phrase pour elle. En fait, avec des mères célibataires qui ont élevé leurs filles sans aide, avec des femmes qui ne viennent pas de familles formelles et traditionnelles. Ma voix s'est durcie. Dis-le clairement, Élodie. Il a du mal à se connecter avec moi parce qu'il me considère comme inférieur à sa classe sociale. Ce n'est pas ça, a-t-elle insisté, mais sans grande conviction. Si, c'est ça, ai-je répondu. Et le pire, c'est ce que tu as accepté cette évaluation. Tu as décidé que pour garder Lucien heureux, tu devais me tenir à l'écart. Tu as choisi son confort au détriment de ma dignité. Je me suis levée et je suis allée vers le bureau où j'avais les documents de la banque.
Il était temps qu'Élodie comprenne que ses décisions avaient des conséquences. « Sais-tu ce que j'ai fait hier » ai-je demandé en prenant quelques documents. Je suis allée à la banque. J'ai fait des changements importants dans mon testament, dans mes comptes, dans mes plans financiers. J'ai vu ses yeux s'écarquiller d'inquiétude. « Maman, que veux-tu dire par changement » m'a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « Je veux dire que j'ai décidé que l'argent que j'avais prévu pour ton héritage, je vais l'utiliser pour vivre ma propre vie. » ai-je dit sans détour. « Je vais voyager, je vais faire des choses que j'ai toujours voulu faire. Je vais dépenser mon argent pour mon propre bonheur au lieu de le garder pour quelqu'un qui, clairement, ne valorise pas ma présence dans sa vie. » Le visage d'Élodie a perdu toute couleur. « Mais maman, c'est mon héritage, c'est mon avenir, mes projets avec Lucien. Nous comptions sur cet argent pour acheter la maison, pour le mariage. Vous comptions sur mon argent, mais pas sur moi ?» ai-je demandé, incrédule. « Vraiment, tu pensais que tu pouvais m'exclure de ta vie, mais inclure mon portefeuille dans tes projets ?» La réalité de la situation l'a enfin frappée. Pour la première fois depuis des années, Élodie a réalisé que ses actions avaient des conséquences réelles, qu'elle ne pouvait pas se traiter sa mère comme un objet jetable tout en espérant bénéficier de son travail et de ses sacrifices. « Maman, s'il te plaît, » a-t-elle commencé à supplier, « on peut arranger ça. On peut parler, on peut résoudre les choses. Ne prends pas de décision que tu pourrais regretter. » « Que je pourrais regretter ?» ai-je répété. « Élodie, la seule chose que je regrette, c'est d'avoir mis autant de temps à prendre ces décisions. » Élodie est restée silencieuse pendant plusieurs minutes, assimilant ce qu'elle venait d'entendre. Je pouvais voir les émotions défiler sur son visage. Choc, panique, colère, désespoir. Finalement, elle a parlé, mais sa voix n'avait plus ce ton d'excuse. Il y avait maintenant quelque chose de plus dur, de plus calculateur. « Maman, tu ne peux pas être sérieuse, » m'a-t-elle dit en se levant du canapé. « Tu agis comme une enfant capricieuse. Alors, je ne t'ai pas invitée à une fête, et pour ça, tu vas détruire l'avenir de ta propre fille ?» Sa véritable nature commençait à se révéler, celle qu'elle avait appris à cacher derrière des sourires et des « mamans » affectueux. « Détruire ton avenir » ai-je demandé calmement. « Élodie, tu as 43 ans, un travail à succès, un fiancé avec un bon salaire. Si ton avenir dépend de l'argent de ta mère de 72 ans, peut-être que le problème, ce n'est pas moi. » Je me suis approchée d'elle, restant ferme. « Et ce n'est pas moi qui ai décidé que je n'étais pas nécessaire dans ta vie. C'est toi qui as fait ce choix. Je ne fais que le respecter. Mais c'est différent. » a-t-elle exclamé, perdant son sang-froid. « La fête, c'était un malentendu, mais ça, c'est sérieux, ça affecte ma vie réelle, mes projets réels. » Quelle révélation! Pour elle, mon exclusion émotionnelle n'était qu'un malentendu, mais mon exclusion financière était quelque chose de sérieux qui affectait sa vie réelle. « Ta vie réelle » ai-je répété lentement. « Et ma vie à moi, elle n'est pas réelle, Élodie ? Mes sentiments ne sont pas réels ? Ma dignité n'est pas réelle ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Pendant des années, tu as traité mon amour comme quelque chose d'acquis, quelque chose que tu pouvais tenir pour garantie, peu importe comment tu me traitais. Eh bien, tu viens d'apprendre que tu avais tort. » Élodie a commencé à faire les 100 pas, visiblement frustrée. « C'est ridicule. Tu me punis pour quelque chose de petit avec quelque chose d'énorme. Sais-tu ce que Lucien et sa famille vont dire quand ils apprendront que ma propre mère m'a déshéritée ? Sais-tu comment il va me regarder ? Voilà la vérité. Elle n'était pas préoccupée par notre relation. Elle n'était pas inquiète de m'avoir blessée. Elle était préoccupée par son image, son statut, par le fait de maintenir l'apparence d'être une fille aimée d'une mère prospère. Peut-être, ai-je dit avec un sourire froid, aurais-tu dû y penser avant de décider que je n'étais pas assez bien pour être à ta fête de fiançailles. Je me suis dirigée vers la cuisine pour me servir un verre d'eau. J'avais besoin de garder mon calme, de ne pas laisser ces manipulations m'affecter. Elle m'a suivie, maintenant clairement désespérée. « Maman, je sais que j'ai fait une erreur, je l'admets, mais toi aussi, tu fais une erreur maintenant.
une erreur bien plus grande. Réfléchis bien, je suis ta seule fille. Claire est ta seule petite fille. Veux-tu vraiment détruire notre famille pour ça? Détruire notre famille? Je me suis tournée vers elle, incrédule. Élodie, de quelle famille parles-tu? De celle où la mère n'est pas invitée aux événements importants? De celle où l'on prend des décisions dans mon dos? De celle où l'on me ment systématiquement? J'ai posé le verre sur le comptoir, avec plus de force que nécessaire. Cette famille-là était déjà détruite. Je ne fais que reconnaître la réalité. À ce moment, le téléphone a sonné. C'était Claire. Élodie s'était précipitée sur le téléphone comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Claire, viens vite à l'appartement de mamie. Ta grand-mère est devenue folle. Elle dit qu'elle part en Italie et qu'elle va me déshériter. Il faut que tu m'aides à la raisonner. Elle a raccroché et m'a regardé avec une expression mêlant triomphe et désespoir. Claire arrive. Elle va te faire comprendre ce que tu fais. Elle a toujours été ta préférée. Peut-être que toi, tu l'écouteras. Élodie, ai-je dit avec lassitude, Claire était aussi à ta fête. Claire a aussi choisi de me mentir. Claire a aussi décidé que je ne méritais pas d'être présente à l'un des moments les plus importants de ta vie. Si tu penses qu'elle va venir ici pour me convaincre que vous avez raison, tu vas être surprise. Mais Élodie ne m'écoutait pas. Elle envoyait des messages frénétiquement, probablement à Lucien, peut-être à Marianne, probablement à quiconque pourrait l'aider à me ramener à la raison. C'était fascinant de voir qu'en face de la possibilité de perdre le contrôle sur moi, elle cherchait immédiatement des alliés pour faire pression sur moi. 20 minutes plus tard, Claire est arrivée en courant. Elle est entrée dans l'appartement, les yeux pleins de larmes, visiblement bouleversée par l'appel de sa mère. « Mamie, que se passe-t-il? Maman dit que tu vas partir et que tu es fâchée contre nous. » J'ai regardé ma petite fille, cette jeune femme de 19 ans qui avait autrefois été ma confidente, mon alliée. Ma raison de sourire. Elle avait tellement grandi, elle était devenue si belle, si intelligente. Mais elle avait aussi appris les leçons de sa mère sur la manière de traiter sa grand-mère. « Claire, ai-je dit doucement, mais fermement, « Bien, assieds-toi, nous allons parler. » Élodie s'est approchée aussi, mais j'ai levé la main. « Non, Élodie, cette conversation est entre Claire et moi. Tu as déjà dit ce que tu avais à dire. » Claire s'est assise sur le canapé, me regardant avec ses grands yeux qui me rappelaient tant Élodie quand elle était petite. « Mamie, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi es-tu fâchée? » « Claire, ai-je commencé, choisissant mes mots avec soin. Tu savais que ta mère ne m'avait pas invitée à sa fête de fiançailles. » J'ai vu son visage rougir. Elle a détourné le regard. C'était ma réponse. Mamie, maman a dit que c'était quelque chose de très petit, que tu ne voulais pas y aller. Ses paroles se sont éteintes, car elle a réalisé à quel point elles étaient absurdes. Tu as vraiment cru que j'avais volontairement décidé de ne pas assister aux fiançailles de ma fille unique? Ai-je demandé doucement. Toi, qui me connais depuis que tu es née, as-tu vraiment pensé que je choisirais de ne pas être présente pour ce moment? Claire a éclaté en sanglots. Je ne savais pas quoi penser. Maman était si sûre que c'était la bonne chose à faire. Elle a dit que ça te ferait mal de voir tous ces gens que tu ne connais pas, que tu te sentirais hors de place. Elle a marqué une pause et m'a regardé dans les yeux. Mais, Tammy, je voulais que tu sois là. Je voulais te le dire. Mais maman m'a demandé de ne rien dire. Voilà. La confirmation que même Claire, ma chère petite fille, avait choisi la loyauté envers sa mère plutôt que l'honnêteté envers moi. Elle avait choisi de participer au mensonge. Elle avait choisi de me maintenir dans l'ignorance. Et pourquoi as-tu choisi de faire ce que ta mère te demandait au lieu de faire ce que tu savais être juste? Ai-je interrogé. Claire a pleuré plus fort. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas créer de problème.
Parce que maman a dit qu'on pourrait faire quelque chose de spécial avec toi après. Que c'était mieux comme ça. » Elle a jeté un regard vers sa mère. « Mais, mamie, si nous avions su que tu te sentirais si mal, si vous aviez su que je l'apprendrais, l'ai-je corrigé doucement. Parce que si je n'avais jamais vu les photos, si je n'avais jamais découvert la vérité, vous auriez continué à prétendre que rien ne s'était passé. » Élodie a fini par exploser. « Ça suffit, tu es en train d'en faire tout un drame. Tu transformes une petite erreur en tragédie grecque. » « Oui, j'ai fait une erreur. Oui, j'aurais dû t'inviter. Mais c'est fait, et je ne peux pas revenir en arrière. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me traîne à tes pieds pour demander pardon, que j'annule mon mariage pour te faire plaisir. » Je me suis levée lentement et l'ai regardé. Enfin, sa véritable attitude se révélait. Il n'y avait pas de réel remords, pas de compréhension du mal qu'elle avait causé, juste de l'irritation parce que ses actions avaient des conséquences qui ne lui convenaient pas. « Ce que je veux, ai-je dit avec un calme qui contrastait avec son hystérie, c'est que tu comprennes que les décisions ont des conséquences. Tu as décidé que je n'étais pas nécessaire dans ta vie. Maintenant, je décide que tu n'es pas nécessaire dans la mienne. »« Ce n'est pas juste, » a-t-elle crié. « Ce n'est pas juste, » ai-je répété. Élodie, pendant 43 ans, je t'ai donné un amour inconditionnel. Pendant 43 ans, j'ai été ton filet de sécurité, ton soutien, ton refuge. Et au moment où tu as décidé que tu n'avais plus besoin de moi émotionnellement, tu as supposé que tu aurais toujours accès à tout ce que je pouvais t'offrir. Je me suis approchée d'elle. « Ça, ma chère fille, c'est ce qui n'est pas juste. » Claire était restée silencieuse pendant notre échange, mais elle a pris la parole d'une voix faible. « Ah, mamie, vas-tu vraiment nous abandonner? » Cette question m'a brisé le cœur, mais je ne pouvais pas la laisser me manipuler. « Claire, je ne vous abandonne pas. Vous m'avez abandonné en premier. Je ne fais qu'apprendre à vivre avec cette réalité. » Claire a pleuré en silence pendant plusieurs minutes pendant qu'Élodie faisait les 100 pas comme une bête en cage. Enfin, ma petite fille a relevé la tête et m'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était de la maturité, de la compréhension, le moment où une jeune fille devient femme. « Mamie, » a-t-elle dit d'une voix tremblante mais ferme, « tu as raison, ce que nous avons fait était mal. Je savais que c'était mal, mais j'ai été lâche. J'ai choisi la facilité plutôt que ce qui était juste. » Elle a regardé sa mère qui s'était immobilisée. « Mamie a raison. Nous t'avons maltraité, nous t'avons exclu, nous t'avons menti, et maintenant nous sommes là, agissant comme si c'était toi la méchante, parce que tu refuses de continuer à accepter ce traitement. » Élodie l'a regardée avec incrédulité. « Claire, toi aussi, tu vas te retourner contre moi? Vous allez faire front commun pour me punir ?» Sa voix prenait un ton de victime qui semblait pathétique après tout ce qu'elle avait dit. « Ce n'est pas se retourner contre toi, maman, » a répondu Claire avec une sagesse qui m'a surprise. « C'est reconnaître la vérité. C'est accepter que nous avons blessé quelqu'un que nous aimons et que maintenant, nous devons vivre avec les conséquences. » Je me suis approchée de Claire et lui ai pris les mains. « Ma chère petite, » ai-je dit, « tu es jeune. Tu as commis une erreur en suivant l'exemple de ta mère, mais tu as encore le temps d'apprendre de ça. Ta mère, en revanche, est une femme adulte qui a pris des décisions calculées pour m'exclure de sa vie. » Claire a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Ça veut dire que tu ne nous pardonneras jamais? Que nous ne serons plus jamais une famille ?» C'était la question que je redoutais, car la réponse était complexe. « Claire, je vous aime et je vous aimerai toujours. Mais l'amour ne signifie pas accepter n'importe quel traitement. L'amour ne signifie pas permettre qu'on me manque de respect, c'est parce que vous savez que je serai toujours là.
Je me suis assise à côté d'elle. Peut-être qu'avec le temps, nous pourrons reconstruire quelque chose, mais ce ne sera pas comme avant, parce que je ne suis plus la même qu'avant. Élodie s'est effondrée sur une chaise, épuisée par la dispute. « Alors, que veux-tu de moi » m'a-t-elle demandé d'une voix vaincue. Qu'est-ce que je dois faire pour que les choses redeviennent comme avant ? Les choses ne redeviendront pas comme avant, ai-je dit fermement. Parce que comme avant signifiait que j'acceptais d'être traitée comme une citoyenne de seconde classe dans ma propre famille. Ça signifiait que je faisais semblant de ne pas voir quand on m'excluait, quand on me mentait, quand on me manquait de respect. Je me suis levée et me suis dirigée vers la fenêtre, regardant la ville qui s'étendait devant moi. Quelque part dans cette ville, il y avait des aéroports qui m'emmèneraient en Italie. Il y avait des musées remplis d'art que je n'avais jamais vus. Il y avait des expériences qui m'attendaient. Il y avait une vie qui m'appartenait, à moi seule. Je pars en Italie dans une semaine, leur ai-je dit sans me retourner. Je vais visiter Rome. Je vais voir le Colisée. Je vais me promener à Venise. Je vais déguster des vins en Toscane. Je vais faire toutes les choses que j'ai toujours voulu faire, mais que je n'ai jamais faites parce que j'étais trop occupée à être la mère disponible, la grande-mère serviable, la femme qui mettait toujours les besoins des autres avant les siens. Je me suis tournée vers elle. Quand je reviendrai, nous verrons quel genre de relation nous pouvons construire. Une relation basée sur le respect mutuel, pas sur ma disponibilité inconditionnelle. Une relation où ma dignité est aussi importante que la vôtre. Élodie m'a regardée avec une expression indéchiffrable. Et si, quand tu reviendras, nous décidons que nous ne voulons pas de cette nouvelle relation, si nous préférons que les choses restent comme elles étaient? C'était une question courageuse, ou peut-être désespérée. Alors, ai-je répondu, je continuerai à vivre ma vie sans vous, parce que j'ai découvert quelque chose ces derniers jours, Élodie. J'ai découvert que je suis une personne à part entière, pas seulement une mère ou une grand-mère. J'ai découvert que j'ai de la valeur, indépendamment de ce que vous pensez de moi. Claire s'est approchée de moi et m'a enlacée. Mamie, je veux cette nouvelle relation. Je veux apprendre à te traiter comme tu le mérites. Je veux être une meilleure personne. Ces mots semblaient sincères, et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Élodie, elle, restait assise, silencieuse. Puis elle a murmuré. « Et mon héritage ? Ça aussi, c'est négociable ? Ou tu as déjà pris une décision définitive ?» J'ai souri en entendant la question. Même au milieu de cette conversation sur le respect et la dignité, sa principale préoccupation restait l'argent. Ton héritage, comme tout le reste dans notre relation, dépend maintenant de tes actions, pas de mes obligations, ai-je dit. Pendant des années, tu as cru que peu importe comment tu me traitais, je resterais la mère qui te donnait tout. Ces jours-là sont révolus. Je me suis dirigée vers ma chambre pour récupérer la note que j'avais écrite la veille. Je la lui ai tendue. Voici ma lettre d'adieu. Je l'avais écrite pour te l'envoyer après mon départ, mais je pense qu'il est mieux que tu la lises maintenant, avec nous ici. Élodie a lu la note en silence. Elle était brève, directe, sans drame. Elle l'informait simplement de mon voyage et de ma décision de réévaluer notre relation familiale. « Ça sonne très définitif », a-t-elle murmuré après avoir fini. « Ce n'est pas définitif », l'ai-je corrigé. « C'est un nouveau départ. C'est l'opportunité de construire quelque chose de meilleur, basé sur le respect mutuel plutôt que sur ta convenance. » Je me suis approchée d'elle une dernière fois. « Élodie, c'est à toi de choisir. Tu peux utiliser ces 3 semaines pour réfléchir à ce que tu veux vraiment de notre relation. Ou tu peux les utiliser pour te sentir blessée et planifier comment reprendre le contrôle sur moi. Mais je te préviens, si tu choisis la seconde option, quand je reviendrai, tu découvriras qu'il n'y a plus rien à contrôler. » Je les ai laissés dans le salon, et je suis retournée dans ma chambre pour finir de préparer mes valises. Je pouvais les entendre parler à voix basse, probablement Claire essayant de faire comprendre à sa mère la gravité de la situation.
1 heure plus tard, j'ai entendu la porte se fermer. Claire est venue me dire au revoir, m'a serré fort dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille. « Mamie, je suis fière de toi. Je sais que ça doit être très dur, mais tu fais ce qu'il faut. » Élodie est restée à la porte, m'a regardé longuement et a fini par dire « Bon voyage, maman !» Quand elles sont parties, l'appartement est redevenu silencieux. Mais ce n'était pas le silence douloureux de la solitude, c'était le silence puissant de la liberté. Je me suis servi un verre de vin et j'ai porté un toast à moi-même. À Hortense Dubois, ai-je dit à voix haute, à la femme qui s'était perdue pendant des années mais qui s'est enfin retrouvée. Cette nuit-là, en rangeant mes nouvelles valises avec mes nouveaux vêtements, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des décennies. Je ne savais pas ce qui m'attendait en Italie. Je ne savais pas comment cette histoire avec ma famille se terminerait. Mais pour la première fois, depuis des années, j'étais excitée de le découvrir. Le lendemain, alors que le taxi m'emmenait à l'aéroport, j'ai regardé par la fenêtre arrière vers la ville que je quittais temporairement. Quelque part dans cette ville, ma fille et ma petite-fille vivaient avec les conséquences de leurs décisions. Et moi, Hortense Dubois, 72 ans, je partais pour une aventure qui m'appartenait entièrement. À l'aéroport, en attendant mon vol, j'ai pris un selfie avec un sourire sincère. Je l'ai posté sur mes réseaux sociaux avec un message simple. En route pour l'Italie, il n'est jamais trop tard pour vivre ses rêves. En quelques minutes, mon téléphone a explosé de messages de surprise, d'admiration, d'envie saine. Mais les plus importants sont arrivés des heures et plus tard. L'un de Claire. « Je t'aime, mamie. Profite de chaque instant. » Un d'Élodie. « Maman, peut-être que tu as raison. Peut-être que nous devons tous apprendre quelque chose de nouveau sur ce que signifie être une famille. » J'ai souri et éteint mon téléphone. L'Italie m'attendait, et avec elle une nouvelle version de moi-même qui avait mis 72 ans à naître, mais qui était maintenant prête à vivre sans demander la permission à personne.